Bienvenue à 168 heures, un show qui offre un regard unique puis intime sur la vie de grandes aventurières puis aventuriers. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Caroline Côté. C'est une cinéaste d'aventure qui cumule les podiums d'ultra-distance partout sur la planète, puis aussi les premières mondiales dans l'univers de l'expédition. On a jasé de façon ultra authentique sur sa relation avec la peur, avec l'anxiété, avec la performance aussi. Évidemment, on a plongé au cœur de son aventure la plus récente en Norvège. Alors, je vous invite, avec moi, à plonger au cœur de ce récit épique de traversée dans la nuit polaire. Vraiment contente de t'avoir avec nous autres. Moi aussi, je suis contente. Super contente que tu sois là. Ça a été dur de t'attraper. J'étais pas sûr si on allait réussir à te mettre la main sur le grappin. Ouais. T'as sorti ton livre l'année passée. Un peu plus tard, pendant l'été, t'as traversé le Canada à vélo, en fixed gear. Une affaire complètement débile. Après ça, t'as sorti ton premier long métrage l'automne dernier, co-réalisé avec Florence Pelletier. Puis, tu reviens d'une expédition de première mondiale complètement folle, Yes. Polar Shadow, avec ton chum Vincent. Exact, ouais. Remets-nous en contexte. J'ai envie de commencer là par rapport à la Norvège. C'est bon. quoi Polar Shadow? Ben, ouais, on peut plonger dans le sujet. Je suis partie le 2 février pour une expédition qui allait être la plus difficile de ma vie. Ça, c'est certain. Une expédition au Svalbard. L'archipel se situe au nord de la Norvège. Ouais, c'est ça. Tu vas en Norvège, tu vas le plus haut possible, puis là, tu fais 2000 km en avion au-dessus de l'océan Arctique, puis là, il y a l'archipel du Svalbard. Là-bas, tous les gens, quand il y a un café, ils nomment ça le café le plus au nord du monde. Donc, la station météo, la même chose. Donc, c'est un petit village qui s'appelle Longyearbyen, qui se situe à être vraiment au centre de l'archipel. Puis moi, je suis partie de là le 2 février pour faire le tour de l'archipel du Svalbard pendant 2 mois, 63 jours. Ben, le but, c'était de traverser ça, de faire une première hivernale, puis de faire aussi la première en effectuant tout le tour de cette immense île-là. Tout ça la nuit, puis pendant l'hiver. C'était des conditions que j'avais jamais expérimentées avant, là, de rien voir, puis de skier dans la nuit, de s'orienter en se disant « OK, ben, on voit pas trop le paysage, c'est vraiment dommage, mais il faut avancer, puis il faut survivre jusqu'au bout, là. » Ouais, ça a été quelque chose. Survivre jusqu'au bout, comme... Je sens le poids des mots quand tu dis ça. C'est peut-être, comme je te disais, la première fois où j'ai senti que c'était pas faire des kilomètres pour faire des kilomètres, c'était arriver au bout pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se sentir en sécurité et pas avoir l'impression que ma vie est mise en jeu à chaque jour, là. Mais tout ça, c'est un peu dû au fait que les vents étaient vraiment violents quand je suis allée. Là-bas, le lever du soleil se fait environ à mi-février. Okay. Donc, le premier rayon va toucher pendant 10 secondes le haut des montagnes et va redescendre. Donc, on a eu le lever du soleil qui s'est passé, c'est ça, on l'a vu mi-février. Par contre, quand le soleil se lève, les vents violents commencent. Donc, c'est vraiment une période où on veut pas être sur le terrain en février-mars. Donc, nous, on a décidé de partir à cette période-là pour le fun, pour se tester un peu. Fait qu'avant mi-février, ça veut dire que l'enjeu, c'est qu'il y a pas de lumière. Fait que là, tu sais, les panneaux solaires, ça marche pas. Il faut avoir des batteries. Juste naviguer, c'est complexe parce que c'est à la frontale puis tout ça. Puis rendu à mi-février, là, hop, gagne un peu de soleil, mais ça vient avec des tempêtes de fou. Ouais, puis c'est des conditions où il fait des moins 30, moins 35 assez régulièrement sur les plateaux sur lesquels on se trouvait. Des plateaux environ 1000 mètres d'altitude. Et on transportait tout avec nous, donc 290 kilos
répartis en deux. J'avais jamais tiré quelque chose comme ça. Ils Ça n'avait jamais été fait, là. Non. Donc, on a décidé de faire ce double défi, d'amener tout avec nous en une seule fois, puis de pouvoir faire des dépôts par la suite. Et c'était d'aller au nord de l'archipel, puis ensuite au sud. Donc, c'était vraiment un itinéraire qui était un peu aussi parsemé d'ours polaires. Il y en a 3000 sur l'archipel. Puis c'est environ un tiers de plus que d'humains qu'il y a là-bas. Là. Ouais, c'est quand même une réalité particulière. Puis les ours polaires, contrairement à l'ours noir, il fait vraiment peur. T'sais. C'est des animaux un peu comme les humains. Chacun d'entre eux ont leur propre caractère. S'ils ont mangé le matin, peut-être qu'ils sont en forme puis ça va bien. À la fin de la journée, si ils sont plus affamés, ils peuvent avoir des comportements qui sortent un peu de ce qu'on connaît. Il y a aussi des attaques qui se sont passées pendant qu'on était sur place. Un guide était avec un caméraman à un autre endroit. Environ à quelques vingtaines de kilomètres de nous. Okay. Puis on sait que cet ours-là s'est caché un peu, s'est avancé vers le guide, puis ils l'ont vu à la dernière minute. Donc, ils ont dû l'abattre après une fréquentation très rapprochée avec le caméraman qui portait son casque, là, une chance, son casque de motoneige. Mais c'est une condition où je me disais avant... C'est leur territoire, ça va être correct, tu sais, je vais me sentir à l'aise, un peu comme on se déplace, puis ici, il y a des orignaux, il y a des ours noirs, je me disais, tu sais, ça va aller, on va se déplacer un peu de la même manière que ce que je fais ici au Québec, mais plus j'entends des histoires, plus je me rends compte que ça leur appartient à eux. Tu sais, c'est tellement vaste. Un ours est tellement adapté dans son territoire. Nous, on est en train de se déplacer avec des immenses traîneaux. On fait du bruit. Donc, pour eux, ça peut être vraiment perturbateur. Donc, la première fois que j'en ai vu un, ça a été un peu de l'émerveillement. Puis en même temps, ça a été juste de préparer les armes le plus rapidement possible. On voulait juste voir la relation qu'ils voulaient entretenir avec nous. Donc, on était prêts à engager les armes si jamais ils se rapprochaient un peu trop. Mais ça a été, je pense, plus de beauté que de peur dans cet événement de rencontre-là. Ah, c'est fascinant, ça. Ah, ça a dû être un moment incroyable. Je me plonge là. Il y a une relation, je trouve ça intéressant comment tu soulignes l'élément de la relation. J'essaie d'avoir le moins d'impact possible sur leur environnement. Très bien dit. Super inspirant. C'est certain que les ours, on savait qu'ils allaient être présents sur le terrain, on s'était préparé pour en croiser. Mais j'avais vraiment peur qu'on soit mis à l'épreuve face au vent que face aux ours. OK. À certains moments, dans l'expédition, c'est sûr qu'on n'a pas eu le contrôle. Même que je peux dire qu'on a perdu le contrôle assez sérieusement, puis que ça aurait pu mettre fin à l'expédition, c'est certain. OK. De quelle façon? Qu'est-ce que tu veux dire, on a perdu le contrôle? On faisait appel à un météorologue qui était à Oslo. OK. Il faut quelqu'un qui nous fasse les prévisions pour les prochains jours, mais qui se connaisse, c'est-à-dire que nous, qu'il fasse beau ou qu'il y ait des nuages, parfois, il n'y a aucun impact. Mais qu'il y ait 30 mètres de seconde de vent, là, ça peut devenir un enjeu super important. Puis c'est ce qui s'est passé, en fait, pendant une journée où, justement, on avait travaillé fort pour se rendre en haut d'un plateau. Donc, on est arrivé à cet endroit-là. Puis Lars, on l'appelle le soir, puis il dit « Je pense que là, vous êtes dans un endroit qui est... comme exposé. Vraiment exposé pour le vent. » Il dit « Les risques sont là. » Mais il a fallu démonter notre campement parce qu'on se serait fait complètement lessiver. Okay. Donc, on a remis les skis à minuit. Puis, il a fallu qu'on aille dans une zone où il y avait moins de vent. Et là, on a attendu la tempête. Puis, on était prêts. Fait que vous avez tout défait le campement. Il est minuit. Vous êtes prêts à aller vous coucher. Vous êtes brûlés. Et là, parce que vous avez un météorologue qui sait que ça s'en vient, mais qui connaît aussi le terrain, puis sait ce que c'est en expé, il vous dit
vous êtes vraiment pas à bonne place, là. Il y a eu quelques petites roches qui sont arrivées dans le vent, qui ont fait des trous dans la toile de la tente, mais on a réparé par la suite. Puis on est sorti de là en se disant qu'on venait d'arriver là, dans l'expédition pour vrai, puis qu'il allait avoir d'autres conditions comme ça qui allaient se produire là, sur notre itinéraire, parce qu'on était à la moitié du premier mois sur 2 mois. Donc, OK. OK, fait que vous êtes quand même relativement au départ de l'expédition quand ça arrive. C'est un reality check sur le niveau d'engagement sur le terrain, où est-ce que vous êtes. C'est sûr qu'on se connaissait en couple à Montréal ou en ville, mais là, on commence justement à comprendre de quoi on est fait ensemble, en équipe. Ouais. Puis c'est vraiment pas une situation où le couple prend beaucoup d'importance. C'est là où on se retrouve puis on dit qu'on est comme 2 partenaires. Ouais. C'est clair que d'être dans... Tu sais, c'est pas nécessairement dans la tente puis dans la tempête que tu commences à sortir les chandelles puis à popper le vin rouge, là. On était à un point où on se parlait plus parce qu'on manquait d'énergie. Pendant le 2e mois, on était très vraiment en manque de nourriture, en fait. Puis ça a créé la situation où on gardait toute notre énergie pour pouvoir avancer en ski, pour faire la distance, pour pouvoir arriver à notre but, d'arriver avant le printemps à la pointe sud. L'enjeu que ça représente, c'est qu'à partir du moment où vous êtes parti de la ville, le compte à rebours commence parce que cette première-là que vous faites en autonomie, vous voulez la faire puis qu'elle soit classifiée hivernale. Puis pour que ça se fasse, pour être selon les règles du jeu, vous devez arriver donc à la pointe sud de l'île après avoir traversé l'île du nord au sud avant le 21 mars. Oui, c'est un enjeu qu'on s'était donné. Au début de l'expédition, on n'en parle pas parce qu'on se dit que c'est pas réaliste, qu'on y arrivera pas, le poids des traîneaux est trop lourd, les conditions sont assez difficiles, on a un niveau de neige qui est assez important. Parce que là-bas, c'est un parcours qui est vraiment très populaire de faire l'été en ski, mais l'été, c'est des conditions totalement différentes. Alors, on se dit, bon, on va essayer de surprendre nous-mêmes, puis on va essayer de surprendre les gens aussi qui l'ont déjà fait. On va essayer quelque chose de nouveau. Et c'est à partir de quand on est dans la pointe nord, où là, on se dit, est-ce qu'on donne vraiment tout ce qu'on peut pour atteindre le sud? Est-ce qu'on fait en sorte que on continue, même si on n'est plus capable de faire un pas après l'autre? Puis on se prend au jeu, on décide d'y aller à 100% all-in. Et on a été quand même assez surpris de se rendre jusqu'à un jour avant le 21, le jour du printemps, à la pointe, presque à la pointe sud. Puis jusque-là, le fait de se rendre jusque-là, il y a eu tellement de défis à chaque jour, dont le manque de nourriture, certains qui affectaient un peu tout. Mais un jour avant, où on est en train de se dire on va l'avoir, et il y a une autre dépression qui nous frappe, qui nous ralentit, mais celle-là qui commence à être vraiment dangereuse parce qu'on est totalement exposé au vent. Ah ouais, hein? Il n'y a pas de place pour se sortir de cette situation-là nécessairement. Donc, on a été frappés assez durement là, par la météo jusqu'à la fin. Puis comment est-ce que le moral a fait face à tout ça? Vincent, c'est quelqu'un qui a un esprit très positif. Ouais. Je suis plus dans le sens de l'analyse, toujours en train d'essayer de comprendre les choses, puis de vouloir en savoir plus, d'essayer d'être meilleure. Donc, j'étais en train de me demander à chaque jour si on allait y arriver. Puis pour moi, de penser comme ça, c'était peut-être la mauvaise manière de fonctionner, parce que quand on se questionne beaucoup, parfois ça nous amène à douter de nous-mêmes. Puis j'étais un peu dans cette ère d'aller-là où ça tournait, mais il y avait comme une roue négative dans ma tête qui commençait à prendre beaucoup de place sur la réalité. Je me disais que ça valait pas nécessairement la peine si on n'arrivait pas à temps à la pointe sud de continuer tout ça. OK, ouais. Fait qu'il a fallu que j'abandonne ce côté de moi-même
qui était trop négatif pour que je puisse continuer. Le matin, je me levais, je devais nettoyer mes bottes qui étaient remplies de glace, puis je devais me dire « OK, retiens tes larmes, sois forte. » Puis c'est juste le fait que j'étais gênée devant Vincent de pleurer à répétition. C'est la seule raison pour laquelle j'ai arrêté, puis j'ai essayé de me confronter moi-même. C'est que je voulais pas montrer à mon partenaire que j'étais faible. Je faisais ma tâche le matin, puis la journée partait. Fait que je me disais, on en a une de plus. Mon but, c'était juste d'atteindre la nuit, de dormir, de manger, d'avoir un toit au-dessus de ma tête, puis de recommencer le lendemain. Puis je suis arrivée essoufflée et un peu... j'avais besoin de sécurité. J'avais besoin de me retrouver quand je suis revenue à Longyearbyen dans un endroit où je sentais que je pouvais reposer mon esprit qui était tellement stimulé par une énergie qui essayait de me dire que là, je l'avais eu, mais de si peu. Puis ça, c'est dur sur du long terme de garder le focus. Je veux replonger dans quelque chose que tu viens de dire sur le sentiment de sécurité qui m'amène à la peur. Puis, mais juste avant, déjà, félicitations, là, vraiment bravo pour cet accomplissement-là. Puis bon, t'es pas né avec des skis dans les pieds, tu en fais, puis tu commences à avoir un bagage vraiment impressionnant. Mais vraiment, c'est tout à votre honneur. Merci. Félicitations. C'est peut-être quelque chose qui est à partir de 16 ans à peut-être 18 ans, là, qui a fait une étincelle dans ma tête qui m'a permis de voir que on peut aller au-delà de nos espérances ou on peut aller au-delà de ce qu'on connaît, puis d'après grandir de certaines expériences, même si on échoue ou même si on est un peu plus faible qu'on croit, tu sais. C'est quand même pas commun d'entendre des gens qu'on voit comme des super achievers parler de tout ça. C'est quoi la relation que tu entretiens avec la peur? Wow. Avant, j'avais tellement peur de l'échec. Plus je vieillis, peut-être que c'est un peu ça aussi, c'est qu'on se rend compte que un échec sur tout notre parcours, des fois, mais ça peut représenter une façon d'arriver à la réussite de ce qu'on s'est fixé qui est tellement plus grand qu'un petit échec, que peut-être que 40 petits échecs qui sont là. Puis je pense que de pas essayer, c'est sûr que t'auras pas d'échec, mais t'auras pas la réussite non plus. Fait que tant qu'à avoir 40 échecs dans ma vie, j'aime mieux avoir essayé pour arriver à une réussite, celle que je visais. Mm-hmm. Puis la peur, pour moi, c'est vraiment représenté par des échecs qui peuvent survenir. Puis ça peut être aussi des conditions météo qui peuvent m'empêcher d'avancer. Ça peut être... je pense que... Tu parlais, par exemple, de crise de panique. J'avais peur de nommer ça avant que j'en avais fait en expédition parce que je me disais, les gens vont croire que j'ai échoué totalement. Mm-hmm. Puis tout ça, pour ceux qui en ont déjà fait des crises d'angoisse, c'est qu'à un moment donné, la respiration... Il y a une perte de contrôle qui est présente. Puis ça m'a pris des années à en parler ouvertement. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que t'es super compétitive, mais je vois clairement le frein qu'il y avait pour toi. C'est comme si de le nommer, c'était de le reconnaître, de lui donner de la place pour que ça existe. Exact. Ouais, puis ça s'est repassé là, pendant l'expédition au Svalbard. J'ai eu une perte de contrôle, puis je savais que c'était parce que le vent était tellement présent autour de moi que j'avais l'impression que je pouvais plus respirer. Mm-hmm. Donc, j'avais envie d'enlever tout ce qui recouvrait mon visage pour pouvoir avoir le plus de souffle possible, puis reprendre contrôle. Et je me rappelais que ça m'était arrivé en Antarctique avant, puis que au final, je m'étais réveillée le jour suivant, puis il faisait beau à l'extérieur, puis c'était seulement une mauvaise passe. Ça avait duré quelques heures, mais après, c'est quoi? C'est on continue. Puis continuer une journée après l'autre, c'est là où je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'on devenait plus fort après ces événements-là. Donc, les échecs étaient pas nécessairement des moments où, justement, c'était pas positif. Dans ma vie, c'est des moments qui, au final, après coup, deviennent positifs. Merci, Caro, d'avoir été là. Vraiment apprécié. T'es la bienvenue n'importe quand.
En ce qui nous concerne, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette session avec Caro. Vous pouvez me retrouver sur samuelostigui.com ou sur samuel.ostigui sur Instagram. À très très bientôt. À la prochaine.